Alors mon topo, je vais essayer donc de tenir une demi-heure. C'est un tour d'horizon de l'actualité politique, économique, géopolitique, qui dans tous les domaines, en fait, concerne le remplacement de la France. Et ce que je vais vous dire, c'est un petit aperçu, vraiment petit aperçu, de mon prochain livre, j'en profite, qui sort dans 3 semaines, Archives du mondialisme, aux éditions Nouvelle Terre. Et ce que je vais vous dire là se trouve dans ce livre, mais je vous dis, c'est vraiment un petit aperçu. Je vais aborder 4 points. 4 points qui ne sont pas traités, ou très mal traités, même par les milieux dits patriotes français. Et je vais commencer par le premier. Le traité d'Aix-la-Chapelle, qui remplace la France, qui a été signé donc entre Merkel et Macron le 22 janvier 2019. Les partis politiques français officiellement patriotes ont été lamentables pour expliquer la nocivité de ce traité. En particulier, je ne vais pas passer en revue, faute de temps, tous les articles, je vais vous parler du chapitre 4, intitulé donc Coopération régionale et transfrontalière, les articles 13 et 14, où vous avez la création d'Eurodistricts et la volonté de créer, je vais citer le texte officiel, donc les 2 États dotent les collectivités territoriales des territoires frontaliers et les entités transfrontalières comme les Eurodistricts de compétences appropriées. Donc il s'agit pour ces 2 États, la France et l'Allemagne, d'adopter, je cite, une législation appropriée. Et malheureusement, certains ont littéralement pollué le débat en disant « ça y est, on perd l'Alsace et la Lorraine », enfin bref. Et nos adversaires se sont chargés de montrer la stupidité de ces propos. En fait, ces personnes avaient raison, mais en présentant très mal le sujet. La coopération transfrontalière, il fallait dire ceci. Vous avez un institut européen qui s'appelle l'ARF, l'Association des régions frontalières européennes, créée en 1971. L'objectif, c'est la coopération transfrontalière. Tous les fondateurs sont allemands. Tous les dirigeants sont allemands. Et un de ces dirigeants s'appelait Wolfgang Schäuble, qui a été à un moment donné le ministre des Finances du gouvernement Merkel. Et depuis peu, les derniers présidents ont été un Espagnol, on gratte le mot espagnol, en fait un Catalan, et l'actuel président de l'ARF, cet institut européen et en fait germano-européen, c'est un Belge de la minorité germanique de Eupen et de Saint-Vith qui s'appelle Karl-Heinz Lamberts. Quel est l'objectif de la coopération transfrontalière en Europe? Eh bien, les dirigeants patriotes français ont été incapables de citer le document clé qui permet de clouer le bec à nos adversaires et de montrer la nocivité du traité d'Aix-la-Chapelle. Je cite le texte officiel de l'ARF, je le cite, « L'objectif de l'action menée au sein des régions frontalières et le but poursuivi au travers de la coopération transfrontalière sont la suppression des obstacles et des facteurs de distorsion existants entre ces régions, ainsi que le dépassement de la frontière, tout au moins la réduction de son importance à une simple frontière administrative. » Voilà la fin de la souveraineté de l'État. C'est dans la charte de l'ARF, paragraphe 3, alinéa 3.2. Nos pseudo-patriotes français n'ont pas été foutus de citer ça. Ce qui fait que la frontière franco-allemande, entre l'Alsace et le Pays de Bade, devient frontière administrative. Et une frontière administrative, ce n'est plus la souveraineté d'un État. Et avec la politique appropriée entre l'Alsace et le Pays de Bade, vous avez la possibilité, avec une frontière défunte, de créer une eurorégion, Alsace-Pays de Bade. Ça s'appelle le département de l'Union européenne, mais à l'échelle d'un continent. Et là, on a le début du démantèlement du territoire français, parce que c'est pareil entre la France-Italie, la France-l'Espagne, mais aussi entre l'Allemagne et la Pologne, etc. Donc, on a été au-dessous de tout pour les dirigeants, enfin les prétendus patriotes français. Autre élément, l'article 4 qui stipule qu'il y a un renforcement de l'appareil militaire franco-allemand, une coopération accrue, dans le cadre de l'Alliance nord-atlantique. Donc, c'est l'OTAN. Vous avez aussi la création d'une assemblée parlementaire franco-allemande, c'était donc lancé en octobre-novembre 2018. Et dans cette histoire, la France est littéralement
inféodé à l'Allemagne, à sa force économique, l'Allemagne est largement plus forte que la France, mais aussi à ses faiblesses économiques et financières, en particulier avec la Deutsche Bank. Je rappelle cette chose. La Deutsche Bank a une exposition aux produits dérivés énorme. Et selon la revue Capital, vous avez la Deutsche Bank qui a environ 48 000 milliards d'euros dans son bilan financier, soit 24 fois le montant de la dette publique allemande. C'est-à-dire qu'en fait, la Deutsche Bank, c'est Lehman Brothers, qui s'est cassé la figure en 2008, mais puissance 1000. Donc la France, en s'associant via le traité d'Aix-la-Chapelle, s'associe aussi aux faiblesses de l'Allemagne. Donc pour couler, on coulera encore plus vite. Autre article qui a été très mal traité, c'est l'article 8. Je le cite, « L'admission de la République fédérale de l'Allemagne en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies est une priorité de la diplomatie franco-allemande. » Là aussi, c'était mal présenté. Et voyez-vous, ça fait mal au cœur de voir des dirigeants, peu importe des partis politiques, patriotes français, maltraiter le sujet. J'ai, en 2004, sorti un bouquin intitulé « La décomposition des nations européennes ». Et j'ai sorti un document issu d'un institut allemand qui s'appelle le CAP. Le CAP, c'est le Centre de recherche de politique appliquée, dirigé à l'époque par Werner Weidenfeld, qui dans les années 90 était chargé des relations germano-américaines pour le gouvernement Kohl et ensuite le gouvernement socialiste de Schröder. Et cet homme-là a produit en 2003, lui et son équipe, un tableau que j'ai publié sur l'avenir de l'Europe. 2003. Publié un an plus tard, en 2004, dans mon bouquin « Décomposition des nations européennes ». Les 5 niveaux d'avenir de l'Union européenne, de l'échec le plus complet à la réussite la plus grande, avec les intermédiaires. L'échec le plus complet, Titanic. Un peu mieux, noyau européen. Le niveau moyen, méthode monnaie. Ensuite, sphère d'influence. Et enfin, la réussite la plus complète pour l'Union européenne, superpuissance, dans les domaines traitant de l'état de droit, la dynamique, l'organisation, l'élargissement, conséquences extérieures. Je ne vais pas m'amuser à vous décrire tout le tableau. Simplement pour l'aspect échec complet, Titanic, il est dit « grand péril conduisant à l'implosion », institution supranationale politiquement trop faible pour empêcher l'éclatement de l'UE. On est tous acquis à cette chose ici. Et ensuite, renationalisation de la politique de sécurité et de défense commune. Et dans l'espoir des européistes, la volonté d'aboutir à une réussite complète passe par la création d'un État européen, passe par une communautarisation de tous les secteurs politiques majeurs. Je passerai rapidement sur certains sujets, mais en fait, c'est la création d'un super-État européen sur les États-nations morts. Et je vais vous citer le dernier point. C'est sorti en 2003, en sachant donc que le CAP, le Centre de recherche de politique appliquée, nourrit la classe politique allemande, peu importe son étiquette politique. Il est dit, pour la réussite la plus complète, l'espoir que l'Union européenne doit devenir un acteur complet pour la sécurité mondiale. Et ce n'est pas pour rien que vous avez eu la présidente de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui a appelé à la mise en place d'un porte-avions européen franco-allemand. Vous avez l'établissement d'une union de défense, une parité de puissance avec les États-Unis, établissement d'un espace économique atlantique. Et pourquoi les hommes politiques et femmes politiques, style Rassemblement national, ne l'ont pas cité, volonté de créer un siège permanent de l'UE au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est sorti en 2003. Donc c'est très intéressant de voir que ces Allemands, ces élites politiques allemandes ont élaboré des projets qui, des années et des années plus tard, se retrouvent dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Vous pensez bien qu'on aurait cité ces documents-là, nos ennemis avaient du mal à rétorquer, à dire foutaise. Et c'était lamentable, ils ne se sont pas servis de ces documents. Voyez-vous, dans la construction européenne, il y a un livre qui est sorti récemment qui parle de Philippe de Villiers, qui parle de Hallstein, de Monnet et de Schuman, qui sont des acteurs importants de la construction européenne. En fait, c'est vrai, ils ont joué un très grand rôle, mais on se garde bien de citer le véritable auteur de la construction européenne. C'est un homme à l'origine citoyen polonais qui s'appelait Joseph Ratzinger, né en 1888, mort en 1960. C'est lui, le véritable auteur de la construction européenne. Il a créé l'échiquier qui a permis à des figures, à des pièces
d'un échiquier, comme un jeu d'échecs, comme Monet, Hallstein ou Schumann, de se balader. Pour vous donner le CV de ce bonhomme, c'est lui qui, en mai 1946, a prononcé un discours à Chatham House. Chatham House, c'est l'Institut britannique, l'équivalent du CFR américain, mondialiste, où il pose tous les éléments permettant la construction européenne. Ça, il permet le lancement de la LECE en 1946, qui est la Ligue européenne de coopération économique, dont la section française sera dirigée par Edmond Giscard d'Estaing. Vous avez la création, sous son égide, du mouvement européen qui fédère tous les mouvements supranationalistes européistes sous la direction de Duncan Sandys, qui était le gendre de Winston Churchill. Il est son secrétaire. C'est lui qui va être, Ratzinger, à l'origine de la création d'un comité américain pour, le terme exact, un comité américain pour une Europe unie. Il va travailler pour cela avec William Donovan, qui était, durant la Seconde Guerre mondiale, à la tête de l'OSS, future CIA. Et enfin, Joseph Ratzinger est à l'origine de la création du Bilderberg en 1954, dont il est le secrétaire jusqu'à sa mort en 1960. Retenez ceci, la figure de proue du mondialisme européen, c'est Joseph Ratzinger, Monet, Schumann, Hallstein, on aurait pu ajouter Paul-Henri Spaak et bien d'autres, ne sont que des pièces d'un jeu d'échecs. L'échiquier, c'est Joseph Ratzinger. Dans cette histoire de construction européenne, il y a une chose qu'il faut relever, c'est l'importance de la City de Londres. Vous avez le fameux Brexit qui traîne. L'objectif de la City de Londres, c'est de faire en sorte que l'Angleterre se dégage de l'Union européenne, et l'objectif de la City de Londres, c'est faire en sorte que celle-ci soit un intermédiaire entre différentes unions régionales, européennes, asiatiques, la Chine joue un très grand rôle évidemment, et l'Amérique du Nord. Et là, je vous parle du plan théorique. Va-t-il aboutir? Ça, c'est autre chose. En 1950, vous avez le fondateur de la Pan-Europe, qui s'appelait Richard de Coudenhove-Kalergi, qui déjà appelait à la mise en place d'un partenariat transatlantique avec l'Empire britannique, faisant le pont entre l'Amérique et l'Europe. Donc déjà, la volonté de créer un bloc euro-atlantique. Cependant, ce projet de bloc euro-atlantique, il a échoué, enfin il s'est arrêté avec l'arrivée de l'administration Trump, du président Trump. Alors déjà, avant d'expliquer les raisons, il faut savoir que la volonté de créer un bloc euro-atlantique, ça remonte à 1912. 1912, où vous avez eu le conseiller Wilson, enfin le conseiller plus exactement Colonel House, conseiller du président Wilson, qui en 1912 a écrit un livre qui s'intitule Philip Drew Administrator, qui raconte l'histoire d'un officier de West Point, l'équivalent du Saint-Cyr américain, qui fait un coup d'État et met en place un régime politique qui aurait plu même à Karl Marx. Et au chapitre 52, vous avez tout un chapitre consacré à la mise en place d'un bloc euro-atlantique. Donc 1912, déjà, le projet est lancé. Il va être repris en 1939 par un Américain journaliste au New York Times qui s'appelait Clarence Streit, qui était bourse d'études Cecil Rhodes, un des grands pères fondateurs du mondialisme anglo-saxon. Et il va, ce Clarence Streit, avec des représentants politiques et aussi des services secrets américains, William Donovan, mais aussi les Dulles, les deux frères Dulles, favoriser la création d'un bloc euro-atlantique. Mais c'est au lendemain de la chute du mur de Berlin que les choses s'accélèrent. Et avec l'arrivée de Trump, ça a été bloqué. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que le mondialisme, ce sont des factions qui se bagarrent entre elles. Ce n'est pas un bloc monolithique. Et vous avez une faction américaine qui est favorable à un bloc euro-atlantique et une autre qui s'y oppose. Trump, aux dernières nouvelles, semblerait être acquis, je dis bien semblerait être acquis, à un bloc euro-atlantique, car il a demandé de relancer ce marché transatlantique au mois de mars dernier. Mais pour le moment, il bloque puisqu'il considère, lui et son équipe, que l'économie allemande inonde avec ses voitures le marché américain. Et donc il voudrait un réglage des rapports germano-américains pour favoriser ensuite la mise en place d'un marché transatlantique. J'ajoute ceci, au mois de septembre 2018, vous avez le journal allemand le Handelsblatt, qui est un journal très important de l'économie allemande, qui a révélé, c'est l'unique journal à l'avoir fait, à l'avoir dit, qu'il y a, je cite, un dialogue économique structuré germano-américain qui a été créé
entre l'Allemagne et les États-Unis pour régler les contentieux, enfin en tout cas tenter de les régler, pour favoriser la mise en place de ce marché transatlantique. Marché transatlantique qui est contrebalancé par un autre élément qui est la route de la soie, qui, elle, est lancée par la Chine. Et l'Europe est tiraillée entre le monde eurasien, la Chine et la Russie, et le monde euro-atlantique, le monde anglo-saxon. Et donc c'est une bagarre entre factions oligarchiques anglo-saxonnes, européennes, je dis allemandes en priorité, russes et chinoises. Troisième point, il faut bien comprendre que nous assistons à la volonté de mettre en place une monnaie planétaire. Vous avez en janvier 1988 la revue The Economist, porte-parole de la City de Londres, qui a présenté une revue avec la couverture « Soyez prêts pour une monnaie mondiale à l'horizon de 2018 ». Monnaie mondiale qui s'appelle dans la revue Phoenix, qui déjà avait été proposée lors des accords de Bretton Woods en 1944 par Keynes, mais ça a été bloqué. Et vous avez au sein de la City de Londres une volonté de détruire le dollar pour en faire une simple monnaie, non plus la monnaie de référence, mais une simple monnaie, une simple composante. Or, vous avez depuis 1969 ce qu'on appelle les DTS, les droits de tirage spéciaux, qui regroupent 5 monnaies. Le dollar, l'euro, la livre sterling et le yen. Et depuis octobre 2016, vous avez une 5e monnaie, la monnaie chinoise, le yuan. Il faut savoir que ce panier de monnaies base, pour donner naissance à une monnaie mondiale qui s'appellerait Phoenix, peu importe son nom, il y a une pondération de chacune de ces monnaies. Je vous donne les chiffres arrondis, ce sont des chiffres qui viennent du FMI. Dans ce panier de monnaie des DTS, le dollar est à 41%, une part à 41%, exactement 40,73, mais je donne le chiffre arrondi 41. L'euro 31%, le yuan 11%, le yen 8% et la livre sterling 8%. Le FMI, donc c'était fixé en 2016, le FMI dit ceci: en application de la méthode actuelle d'évaluation du DTS adoptée par le conseil d'administration en 2000, le panier du DTS, droit de tirage spéciaux, est révisé tous les 5 ans. Donc prochain changement de cette pondération en 2021. À moins que les circonstances ne justifient une révision anticipée dans l'intervalle. Donc, sauf événement prodigieux, en 2021, cette pondération sera modifiée. Or, les États-Unis, ou en tout cas les élites américaines, savent que le dollar est à l'agonie. Et s'il y a actuellement une tentative américaine de mainmise sur le Venezuela, ce n'est pas pour rien et c'est plutôt en lien avec ce panier de monnaie. En effet, le Venezuela est riche en pétrole et en or. Et dans cette fameuse pondération, il y a une faction oligarchique américaine qui souhaite avoir sous la main le pétrole et l'or pour avoir suffisamment de cartes en main pour pouvoir peser lourd dans la prochaine modification de pondération de cette future monnaie mondiale. Effectivement, si les États-Unis arrivent à mettre la main sur l'or et le pétrole vénézuélien, eh bien, dans la configuration de cette monnaie mondiale, le dollar aura un poids plus important que si les États-Unis n'arrivent pas à mettre la main sur le Venezuela. Et donc, toute la bagarre actuelle, c'est de voir la Chine et la Russie qui ne veulent surtout pas que les États-Unis réussissent cette entreprise. Là, on va voir ce que ça va donner. Bien. Je vais terminer par les origines profondes de la gouvernance mondiale. Voyez-vous, tous les révolutionnaires de 89 étaient acquis à la gouvernance mondiale. Simplement, certains voulaient tout de suite, d'autres par étapes. Et il y en a un qui, lui, a vraiment tout affiché, c'est un révolutionnaire qui s'appelait Anarkazis Klotz, dans un livre en 1792 qui s'intitulait « La République universelle, gouvernance mondiale », avec des blocs continentaux, Europe, Asie, Afrique, Amérique, etc. Et cet homme a récidivé en 1793 avec un bouquin, un petit livre très intéressant, La République du genre humain. Et tous les écrits des révolutionnaires, dont ceux écrits par Klotz, obéissent à 3 critères. L'anticatholicisme, un amour idolâtre du paganisme et la métempsychose, c'est-à-dire la migration des âmes, le Gilgoul dans la Kabbale qui est l'interprétation ésotérique du judaïsme. Et donc on a des référents religieux et philosophiques bien précis dans l'esprit de la Révolution française.
Et nous vivons depuis cette époque sur cet acquis que je mets avec des guillemets. L'objectif, c'est de créer un monde unifié, une humanité indifférenciée et mélangée. Et l'immigration trouve son origine dans cet esprit-là. Je vais vous citer quelques extraits de ce livre de 1793 de Klotz. « J'ai dit et le répète que le genre humain est Dieu. » Ça ne va pas plaire auprès de la tradition ici présente. La souveraineté réside essentiellement dans le genre humain entier. La République universelle remplacera l'Église catholique. Les décrets seront très rares lorsque la constitution de l'univers sera faite, lorsque les droits de l'homme seront en exercice sur un globe divisé politiquement en 1000 cases départementales. Là, on a la technocratie bruxelloise avant l'heure. Dans mon bouquin Atlas du mondialisme, vous avez déjà la France divisée en 1789 en cases, comme un damier, en départements mais en carrés. Eh bien, la même politique doit voir le jour à l'échelle planétaire. Oui, citoyens, l'univers sera un jour aussi jaloux de l'unité du genre humain que vous l'êtes maintenant de l'unité de la France. Tout s'explique, tout s'éclaircit avec la souveraineté du genre humain. Et là, Jean-Yves Le Gallou, l'étranger, expression barbare dont nous commençons à rougir. Nous voyons à Paris, à Londres, à Madrid, à Amsterdam, plaider sa cause d'un Persan, d'un Indien, d'un Chinois, d'un Péruvien, d'un Turc, d'un Cafre, d'un Arménien. On discute en Europe les intérêts d'un habitant des antipodes et l'on doutera si une assemblée représentative des deux hémisphères peut exister pour le bonheur permanent de l'humanité. Je ne connais de barrière naturelle qu'entre la terre et le firmament. C'est déjà l'appel à l'immigration et du mélange des populations. C'est l'anti-France. 1789, c'est l'anti-France. Et il est vraiment dommage que le Front National, devenu Rassemblement National, ne tape pas la massue sur les principes de 89, ce qui fait qu'il n'a aucun avenir utile pour la France. Je demande la suppression du nom français, à l'instar de ceux de Bourguignon, de Normand, de Gascon. Nous sommes, alors c'est un vieux mot français, les déclarateurs des droits de l'homme. Nous avons renoncé implicitement à l'étiquette de l'ancienne Gaule ou France. Écoutez, c'est l'annonce du traité d'Aix-la-Chapelle avant l'heure. Une renonciation formelle nous couvrira de gloire en avançant d'un siècle les bénéfices d'une République universelle. Il serait très sage et très politique de prendre un nom qui nous concilierait une vaste contrée voisine. Et comme notre association est une véritable union fraternelle, le nom de Germain nous conviendrait parfaitement, la République des Germains. Eh bien, 22 janvier 2019, c'est fait. Anti-France, anti-catholique, métempsychose. Écoutez ce que dit Anarkadis Klotz. Considérant l'âme indifféremment, donc de la conception catholique, ensevelissez-moi sous la verte pelouse pour que je renaisse par la végétation. Métempsychose admirable, dont les mystères ne seront jamais révoqués en doute. L'an premier de la République française et l'an premier de la République universelle. Donc vous avez un amour immodéré du paganisme, un anticatholicisme, anti-France, une vision technocratique, une population mélangée. On a toutes les racines du mal et les fruits sont aujourd'hui. Et vous avez l'idée de métempsychose. Alors je vais terminer par un dernier point qui va déplaire à certains. Je m'en moque. Il y a dans le monde de la tradition, malheureusement, c'est minoritaire, mais on les voit un peu trop, des cathos tradis qui ont une sympathie nazie et qui associent nazisme et catholicisme traditionnel. C'est inconciliable, c'est soit l'un, soit l'autre. Le nazisme s'est construit en opposition à la France. Le nazisme, c'est l'apologie de l'homme, c'est le racialisme. Et une croix tordue avec un chef vociférant, eh bien, très peu pour moi. Mais il y a une information quand même que je vais vous donner et qui va vous permettre à certains de méditer. Voyez-vous, Hitler faisait, comme on dit, des monologues qui ont été des monologues devant ses invités, c'était surtout le soir et la nuit, de 1941 et 1944. Et ces monologues, avec son autorisation, ont été notés
par deux secrétaires, l'un qui s'appelait Ingrisheim, l'autre Henri Picker, qui étaient les bras droits de Martin Bormann. Et ces écrits ont été publiés récemment dans un ouvrage intitulé « Propos intimes et politiques » aux éditions, je crois, Chronos, sous direction de François Delplat. Alors, voyez-vous, il y en a qui frétillent uniquement devant le compte en banque les diplômes. Je ne connais pas le compte en banque de François Delplat, mais d'un point de vue universitaire, c'est une tête. Il est normalien et agrégé d'histoire. Et donc, il a publié en 2 tomes ses propos d'Hitler. Et Hitler est un digne héritier des principes de 89. Je rappelle que déjà, la Révolution a donné naissance certes au communisme, au nazisme. Je rappelle que lorsque Lénine est arrivé dans son wagon plombé à Petrograd en 17, il est arrivé accueilli par un orchestre bolchevique qui lui a joué la Marseillaise. Petit détail. Eh bien, tonton Adolphe, lui, il respectait aussi les aspects de la Révolution française. Je rappelle que la Révolution française, c'est 3 choses. Anticatholicisme, un amour idolâtre du paganisme, la métempsychose, qui n'est que le Gilles Gould de la Kabbale. Eh bien, je vais citer Adolphe. Tome 1. Quand le national-socialisme aura prévalu un peu plus longtemps, il deviendra impossible de penser autrement. À la longue, le national-socialisme et le christianisme ne pourront plus cohabiter. Non, cela ne signifie pas une guerre. La solution idéale serait de laisser la religion dans un état de survie où elle n'aurait qu'à s'occuper d'elle-même dans un affaiblissement croissant. Hitler aurait été ravi de voir Vatican II. Je cite Hitler encore. « Le coup le plus dur qui ait frappé l'humanité, c'est l'avènement du christianisme. Sans le christianisme, il n'y aurait pas eu l'islam. » Sans quoi que c'est vrai. Les principes de l'islam conviennent tout à fait au noachisme. Le noachisme, c'est la religion créée par la synagogue pour les non-juifs, nous. Noachisme, Dieu unique, pas de Sainte Trinité et pas d'incarnation. L'islam, Dieu unique et pas de Sainte Trinité. Le Christ, Jésus est reconnu comme un simple homme, prophète, mais surtout pas comme le Messie, et pas de sacerdoce. Je ne suis pas d'avis qu'il faille se jeter maintenant dans un combat contre l'Église. Le mieux est de laisser le christianisme s'éteindre doucement. Une mort lente a aussi quelque chose d'apaisant. Le christianisme, lui, il ment. Il doit être bien clair que l'Église ne se mêlera plus des affaires de l'État. Nous veillerons à ce que l'Église n'enseigne plus jamais rien qui contredise nos propres enseignements. Nous continuerons à enseigner notre doctrine nationale socialiste et la jeunesse n'entendra plus que la vérité. Écoutez ce passage qui devrait faire réfléchir à certains, qui vont devoir faire un choix. L'amour du paganisme chez Hitler, je le cite, « Que le monde antique ait été si beau, si serein et si léger s'explique par l'absence de 2 fléaux, la syphilis et le christianisme. Cela fait souvent de la peine de vivre dans un monde où on n'est pas encore conscient du visage que montrera le monde du futur. » Et là, je dois reconnaître, Hitler, sur ce point-là, avait raison. Je peux cependant dire une chose au bouffeur de viande. Il sera végétarien. Le Christ était un arien, mais saint Paul s'est servi de sa doctrine pour mobiliser la pègre et organiser un pré-bolchevisme. Avec cette irruption, la belle clarté du monde antique a été perdue. Écoutez ce passage anti-catholique. Et là, je dis bien à ceux qui sont cathos et nazis, il va falloir faire un choix. Un indigène, dans son île, rend au moins hommage aux forces de la nature. Mais le christianisme est la chose la plus folle qui soit sortie d'un cerveau humain illuminé. Une moquerie envers le divin. Un nègre, avec son fétiche, écrase de sa supériorité quiconque croit sérieusement à la transsubstantiation. Il faut faire un choix, mes amis. Et je termine avec la métempsychose. Lui coche tous les cases. Hitler disait « L'esprit et l'âme retourneront certainement, comme Klotz, dans le cycle général, de même que le corps. Ainsi, nous fertilisons de notre apport le fond dont de nouvelles vies procèdent. » Et je termine par cette citation. « S'il n'y avait pas eu de christianisme, qui sait comment l'histoire européenne aurait évolué, Rome aurait été conquis, toute l'Europe, et la ruée des Huns se serait brisée sur les légions. Rome a été brisée par le christianisme, pas par les Germains ou les Huns. Ce que le bolchevisme met en scène aujourd'hui sur un fondement matérialiste technique avait été accompli par le christianisme sur un fondement
théorique, métaphysique. On ferait mieux de parler de Constantin le traître et de Julien le fidèle, au lieu de nommer le premier le grand et le second l'apostat. Donc, résumons, l'avenir de la France, elle passe par l'abolition des principes de 89 et de toutes les conséquences qui vont avec. Et pour nous, catholiques, la seule référence valable, c'est le baptême de Clovis et c'est la triple donation de Sainte Jeanne d'Arc. Je vous remercie.